oui, et qu'est-ce que ça nous fait cette affaire? C'est très privé, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, ça se passe à Versailles. Quel est le numéro du roi? Alors, c'est 13. 13. Louis XIII. Alors, il va voir la reine qui est Anne d'Autriche. Anne d'Autriche. Qui vient d'Espagne, hein. Elle est espagnole, contrairement à son nom. Ils se fréquentent plus beaucoup depuis... Alors, bah oui, ça fait quelques années. Alors, ils se sont mariés. D'abord, on les a mariés. Hein. Ils sont de la même année, donc ils sont presque jumeaux. Ouais. 1601, c'est leur date de naissance. Et on les a mariés en 1615. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils avaient 14 ans. Ouais. En fait, c'est de la politique. C'est la maman de Louis XIII, Marie de Médicis, puisque son papa avait été assassiné. Son papa est Henri IV. Donc, il est assassiné par Ravaillac quand lui avait 8 ans. Tout petit. On lui apprend la mort de son père. Donc, il devient roi de France. Et du coup, c'est Marie de Médicis, sa maman, qui décide du mariage. Tiens, ça serait bien qu'on marie le petit-fils, le fiston, avec la petite d'Espagne. On réunit comme ça l'Espagne. Absolument. Ça permet d'unir un petit peu les mêmes. Et un peu plus tard, ils ont fait des enfants ou pas? Alors, ils ont beaucoup de mal. Ils ont beaucoup de mal à se retrouver dans le lit. Il faut dire qu'il y a des gens qui n'aident pas, si vous voulez. Le frère du roi, tant que Louis XIII n'a pas de fils, le successeur potentiel, c'est son frère. Alors, qu'est-ce qu'il fout, le frère? Il fout le chantier dans le couple. À chaque fois qu'il peut, il remet un petit bâton de dynamite en disant « Oh, elle a fait ceci, il a fait cela. Donc, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il ferme la porte de sa belle-sœur. Alors, elle n'est pas là. Elle était voilà. Et puis, alors, il y a l'histoire de Buckingham. Vous savez, le représentant du roi d'Angleterre qui vient et qui tombe amoureux d'Anne d'Autriche. L'histoire des ferrets de la reine, vous savez, que nous a raconté donc, si ça, bien c'est dans vrai, Les Mousquetaires. Elle avait un amant? Alors, non, voilà, c'est exact. On fait courir les bruits. Donc ils ne se retrouvent pas. Et puis, sauf que, en ce mois de décembre 1637, Louis XIII, qui vient de passer quelques jours à Versailles, décide de rentrer. Versailles n'est pas le château qu'on connaît aujourd'hui. C'est un tout petit relais de chasse, ça permet de passer un petit moment. Alors voilà qui commence. Il a quel âge quand même? Là, c'est un adulte. Ah bah bien sûr, là, il a une trentaine d'années, 35 ans. Oui. Alors, ce qu'il veut, c'est aller retrouver une femme dont il est tombé amoureux en plein Paris. Elle est devenue bonne sœur pour éviter de tomber dans les bras de Louis. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite halte à Paris. Et là, d'un seul coup, il y a un orage terrible qui se déclenche. Vous savez, il tombe des cordes, des seaux d'eau. Alors, sire, venez vite, il faut rentrer. Lui, ce qu'il veut, c'est aller jusqu'au château de Saint-Maur. Alors oui, bien sûr, on court. Mais l'orage est tel qu'on dit au roi, on va pas pouvoir passer. C'est si terrible. Qu'est-ce qu'il dit? On lui dit, on va lui suggérer de s'arrêter au Louvre. Oh ben non, je peux pas m'arrêter au Louvre, c'est là qu'est la reine. C'était son château. C'est là où vit la reine. C'est là où vit la reine. Mais il n'était pas obligé d'aller dans sa chambre. Non, mais le dîner se passe très bien. Et puis après, voilà. Bon an, mal an. 9 mois plus tard va naître le petit Louis. Louis XIV. Non. Donné par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on on va voir les images. Attendez, il raconte. Juste 2 secondes. Raconter. Il a été donné par Dieu, d'où son surnom, Louis Dieu donné. Il a été donné par Dieu. Allez, voilà, maintenant vous pouvez fais péter les images puisque tu as envie. Vas-y, envoie. Regardez, voilà, c'est Louis XIII. Louis XIII. Ah, c'est lui le. Ouais. Alors, mais il n'y a été qu'une fois, hein. Après il est plus retourné. Non, faut pas exagérer parce qu'il faut bien dire quand même qu'Anne d'Autriche, à ce moment-là, a déjà fait 4 fausses couches. Donc c'est vous dire si quand même ils se sont retrouvés à plusieurs reprises, mais il n'y avait pas de descendants. Voilà la petite Anne d'Autriche. Ils se sont mariés, je vous dis encore, ils sont tous les deux de 1601, ils sont jumeaux. Bon, alors, et Louis XIV, vous voulez? Alors, attendez, là, on va d'abord assister, le mariage entre Anne d'Autriche et Louis XIII, qui s'est passé, évidemment, dans le sud de la France, à la limite avec l'Espagne. Ils sont tout jeunes, regardez ça. Oui, ils ont 14 ans, c'est ce que je vous disais. 14-15 ans. Alors, la nuit de noces, elle n'a pas lieu à ce moment-là. Il va falloir attendre quelques mois, voire quelques années. Et voilà. Alors, au moment de cet orage, en ce mois de décembre 1637, la reine qui est au Louvre ne s'attend pas à avoir débarqué Louis XIII. Et on lui dit, le roi est là. Alors, du coup, elle était en train de manger une petite soupe. Il dit, dînez donc avec moi. Et du coup, va naître cet enfant, 9 mois plus tard, puisque c'est le 5 septembre 1638, 9 mois jour pour jour, que Louis, le 14e, voit le jour. Louis Dieudonné, il était tant attendu, mais il faut savoir que son papa, il était temps qu'il le conçoive, puisque Louis XIII va disparaître à peine 5 ans plus tard. Puisque le petit Louis va monter sur le trône alors qu'il n'a pas. Donc il va être élevé par un régent. Ah oui, absolument. Alors le fameux régent, alors ça c'est une autre histoire, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce petit Louis XIII, ce petit Louis XIV, voilà, ça fait partie de l'histoire de France. Il a été conçu une nuit où c'était pas prévu, quoi. Voilà, grâce à l'orage, le roi Soleil est né grâce à l'orage.
Merci beaucoup. On continue. Si vous cherchez un emploi, vous savez qu'il est assez souvent nécessaire d'avoir un permis de conduire. On ne sait jamais. Et si vous ne l'avez pas, c'est parfois un frein à l'embauche. Eh bien, sachez que grâce à un partenariat avec Pôle emploi, il est désormais possible de se former sans frais à l'examen du code de la route. Alors comment on fait? Regardez. Bienvenue dans cette chronique. Sophie va vous présenter 2 startups bien engagées. Ce sont 2 plateformes de formation. L'une est généraliste, l'autre est une auto-école en ligne. Dans marketing, il y a le mot marché. Si un marché est le point de rencontre entre l'offre et la demande, alors le marketing est l'ensemble des actions visant à faciliter la rencontre entre l'offre et la demande. Open Classroom, c'est une plateforme de formation en ligne focalisée sur l'employabilité. Donc notre but, c'est de proposer des formations pour améliorer l'employabilité et la professionnalisation de nos apprenants. La vitesse maximale autorisée pour ce véhicule poids lourd est de 90 km/h, réponse A. Ornicar, c'est une auto-école en ligne. C'est une alternative aux auto-écoles traditionnelles. 100 km/h, réponse B. Ce partenariat sur le code de la route avec Ornicar, nous l'avons réfléchi à partir d'un constat. Pour être employable, et bien souvent, il faut avoir le permis de conduire. Et donc, c'est un frein à l'employabilité de ne pas avoir le permis. Et donc, on a voulu monter une offre avec cette auto-école entièrement en ligne pour baisser le coût du permis. Et donc, on a créé un parcours de formation au code de la route qui est entièrement gratuit. Pour les demandeurs d'emploi, vous avez accès gratuitement à plus de 1000 questions d'entraînement sur le code de la route. Je pense que c'est important que chaque entrepreneur essaye de s'engager un tout petit peu plus dans son écosystème et pour aider ceux qui sont dans le besoin. Notre partenaire offre le contenu de cours en ligne et nous, on offre l'accès à nos questions conformes à l'examen. Mais alors, comment cela se passe ? Le parcours de formation comporte des cours sur la plateforme ainsi que 1600 questions d'entraînement au code de la route. Si vous circulez sur une autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h par bouton. Nous avons créé des contenus de formation sur le code de la route, donc les grandes thématiques, la circulation en agglomération, les carrefours, les panneaux, etc. N'est pas obligatoire, mais Pour le code, vous accédez à du contenu de cours édité en ligne, à des questions de code, 1600 questions conformes à l'examen, et vous pouvez remplir, télécharger puis envoyer votre kit d'inscription pour obtenir une place d'examen. Pour la conduite, une fois que vous avez obtenu votre code, il suffit de vous inscrire sur le site, de géolocaliser votre position, de voir les enseignants qui sont autour de vous et vous pouvez les réserver en quelques clics. Sophie, il nous manque l'adresse. J'y viens. Pour bénéficier de cette formation, c'est très simple, il suffit de se connecter à l'Emploi Store. L'actualité au-delà de nos frontières, direction la Californie. Maintenant, nous attend Claude Budin-Juteau, notre correspondant permanent à Los Angeles. Il va vous parler d'une cuisinière qui a récolté là-bas aux États-Unis toutes les plus hautes récompenses. Elle est française, vous ne la connaissez pas. Voici son portrait. San Francisco, en Californie. C'est là qu'habite une Française, célèbre dans le monde culinaire. Son nom, chef Dominique Crène, la seule femme à qui le guide Michelin a donné 2 étoiles pour son restaurant, Atelier Crène. My guy from Atelier Crène, Travis. Have you met Travis? 2 fois par semaine, Dominique et son assistant font leur marché au Farmers Market de San Francisco. Là, elle choisit les meilleurs produits pour son restaurant en fonction de ses impératifs. Comme nous, on change le menu tout le temps, il faut que les produits soient top pour nous, donc c'est ce qu'on cherche. Dominique a installé son restaurant rue Fillmore, à 2 pas du Fisherman's Wharf. La salle est petite, mais décorée de manière sobre, avec une cuisine attenante ultra moderne. D'origine bretonne, Dominique n'a pas fait d'école culinaire. Après un diplôme de commerce international, elle est venue directement aux États-Unis, avec déjà l'idée de travailler dans les cuisines. Quand je suis arrivée à San Francisco dans les années 90, je voulais travailler dans la cuisine, donc j'ai fait pas mal de recherches et j'ai commencé à travailler avec un grand chef, Jeremiah Tower. Jeremiah Tower, le patron de la nouvelle cuisine californienne, a donné à Dominique Crène le goût d'une approche inhabituelle, comme elle l'illustre dans son livre « Métamorphose du goût ». Je ne suis pas très conventionnelle au niveau de mes recettes.
C'est-à-dire que bien sûr j'ai les bases françaises. Au niveau des sauces, les sauces c'est très important ici dans le restaurant. Mais au niveau de marier les saveurs, mon mariage est assez inconventionnel. Un mariage que les clients semblent apprécier. Le menu est au jour le jour, en fonction des saisons et des goûts de Dominique, et le prix d'un repas tourne autour des $300. Mais la clientèle n'a que des éloges pour la créativité des plats. Great combination of flavors, textures, everything has been on point. The chef Krenz is trying to evoke something in you, in your memories, as well as hers and her team's, like a poem would. Certains plats sont effectivement associés à un poème, une conception de la haute cuisine qui va au-delà de la simple restauration. Atelier Kren, pour moi, c'est un outil pour communiquer aux gens qui viennent ici mes idées, mes expériences, mais aussi avoir une sorte de narratif pour changer les choses. Donc c'est comme un artiste devant un canevas ou quelqu'un qui écrit une chanson. Voilà. Ou un poète qui écrit un poème. Dominique Crène a déjà ouvert un deuxième restaurant, Petit Crène, toujours à San Francisco, et a bien d'autres projets. Bref, une artiste française qui a réussi dans une ville qui apprécie la gastronomie autant que son style de vie. Bonjour Frédéric, on commence par Alep. Oui, hélas, c'est d'abord le martyr de la ville syrienne d'Alep qui est en une de plusieurs de vos journaux. Vous voyez ici par exemple Le Figaro, Poutine et Assad triomphent dans les ruines d'Alep. Le mot important évidemment ici, c'est ruines, image terrible de civils dans les ruines de la ville pris au piège et qui savent que peut-être demain ils seront morts sous les bombardements. Vous voyez encore la une de Libération. C'est à droite, vous voyez toute blanche, une particulière. Comme souvent pour Libération, quand l'actualité est grave, la page est entièrement blanche avec simplement les mots CJ Alep. Et à côté, vous voyez un article du Parisien aujourd'hui en France sur le même sujet. Il y a de nombreux articles encore dans presque toute la presse. Et bien sûr, on en parlera toute la journée sur notre chaîne. Alors, en comparaison, notre actualité française semble dérisoire. Pourtant, il y a une question qui, elle aussi, se retrouve dans tous les journaux. Il s'agit de François Fillon et de la sécurité sociale. Le Figaro, vous voyez, nous dit que François Fillon tente d'apaiser son camp, car oui, même au sein de son propre camp, son programme qui voulait, d'une certaine manière, détricoter la sécurité sociale au profit des assurances privées, ça a semé la consternation, des inquiétudes et des demandes de clarification, résume Le Figaro, qui déjà en parlait hier, donc vraiment ça coince. François Fillon serait en train de reculer sur ce point, mais l'humanité n'a pas confiance, c'est pas très surprenant venant de l'humanité. Le discours s'adoucit, certes, mais François Fillon reste un candidat acquis à la privatisation, dit le journal, c'est-à-dire aux mutuelles et aux assurances privées. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'humanité nous donne une information nouvelle. Contrairement à ce qu'on croit, la sécurité sociale serait sur certains points mieux gérée que les assurances privées. À la Sécu, le coût de fonctionnement représenterait 6% du budget total, alors que le coût de fonctionnement représenterait jusqu'à 20% du budget des mutuelles et compagnies d'assurance. Vous savez, le coût de fonctionnement, c'est le salaire des gens qui travaillent. Donc évidemment, plus c'est important, moins il y a d'argent qui est redistribué aux gens qui sont assurés. Donc la Sécu contiendrait beaucoup mieux ses dépenses qu'on ne le dit souvent. Ça méritait d'être souligné. Par ailleurs, sur ce même sujet, le Canard enchaîné pense aux électeurs de la primaire de la droite. Et oui, les électeurs très libéraux qui ont voté François Fillon à la primaire de la droite seraient en droit de crier « remboursé », puisque François Fillon recule sur ce sujet de la privatisation de la Sécu. A priori, ils étaient plutôt pour. Et il leur avait promis, c'est toute la question des primaires. On doit faire des discours tonitruants pour convaincre son camp. Et ensuite, on change de discours pour convaincre le reste des Français. On verra si c'est pareil ou pas pour la primaire de la gauche. Je passe à Vanity Fair, un article surprenant et très intéressant. C'est toujours à propos de politique et à propos de la langue. Vous avez peut-être remarqué que dans le débat politique, souvent, on se fait traiter de bisounours. Si vous êtes contre l'état d'urgence, vous êtes un bisounours. Si vous défendez la solidarité, si vous croyez en l'être humain, il y a tout, dans tous les camps. Vous êtes un bisounours. Si vous croyez qu'il y a quelque chose à faire dans notre société violente et agressive, chaque fois, on se moque de vous. Vous êtes un bisounours, du nom de ce dessin animé des années 80. C'est exaspérant, nous dit Vanity Fair, et c'est même grave, parce que ça veut dire que notre société est justement tellement violente que nous en sommes contaminés par la méchanceté, à tel point que la gentillesse symbolisée par le bisounours, cette gentillesse nous paraît ridicule. Alors c'est vrai qu'on lutte parfois contre des moulins à vent, pour autant pourquoi se faire insulter? Nos malheurs nous ont rendus méchants. La gentillesse et la compassion sont devenues odieuses, je cite le journal. Donc on devrait y réfléchir. Et je termine avec cette dame interviewée par le Parisien qui finalement dit à peu près la même chose. Elle s'appelle Clotilde. Elle porte plainte contre l'État à cause de la pollution qui la conduit régulièrement aux urgences, dans des souffrances atroces, comme des milliers d'autres personnes qui ont des problèmes respiratoires.
Eh bien, elle a été frappée, cette dame, par le fait que la circulation alternée, la semaine dernière, a été assez peu respectée par les automobilistes, et puis que les mesures anti-pollution restent timides. Il y a même des gens dans les micro-trottoirs qui disent qu'ils s'en fichent. Sommes-nous si insensibles à la souffrance et à l'empoisonnement de ceux qui sont fragiles, les personnes âgées ou bien les enfants asthmatiques? Portons-nous si peu d'intérêt aux autres? Alors non, c'est vrai qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais justement, on devrait au moins essayer. Merci, à tout à l'heure. On tourne la vérité. Caroline Roux reçoit ce matin le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Oui, Alep a plié. Bachar el-Assad, aidé par l'aviation russe, a mis à genoux les opposants au régime au prix d'atrocités dénoncées par l'ONU. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Donc Bachar el-Assad a gagné? Non, il n'a pas gagné. On ne gagne pas quand on massacre son peuple. 300 000 morts et des massacres sur les télévisions à la une des journaux à Alep. 10 millions de personnes déplacées, presque la moitié de la population syrienne, dont la moitié de ces 10 millions qui sont des réfugiés dans la région Turquie, Jordanie, Liban, en Europe. Non, ça c'est un échec terrible et une tragédie. Est-ce que l'évacuation des civils a débuté? Il était prévu qu'elle débute cette nuit, puis l'évacuation a été retardée. On a parlé d'un accord entre Turcs et le régime et une garantie des Russes. Mais en fait, c'est la confusion totale, vous le voyez. Et ce que la France demande, il faut être très précis, c'est la présence d'observateurs des Nations Unies sur place pour avoir une garantie que l'évacuation, qui est une priorité pour la population civile, mais aussi que les combattants ne soient pas massacrés. Donc pour ça, il faut des observateurs. Il faut aussi que les organisations internationales humanitaires, comme la Croix-Rouge, comme l'UNICEF, qui s'est proposé, puissent intervenir. Parce que là-bas, il y a aussi une tragédie humanitaire qui indigne la communauté internationale, qui indigne tout le monde. La communauté internationale s'indigne, c'est même le principe depuis 2012. Pourquoi aujourd'hui les Russes accepteraient la présence d'observateurs de l'ONU, la présence d'ONG, alors que jusqu'à présent, les Russes l'ont toujours refusé? Oui, ben je suis bien placé pour le savoir. Je suis allé moi-même d'ailleurs défendre une résolution au Conseil de sécurité, et il y a eu le veto. Il y a encore eu le veto ces derniers jours, le veto russe, qui profite de sa place, la place qui a été laissée vide, en particulier lorsque les Américains, en 2013, ont décidé de ne pas nous suivre lorsqu'une ligne rouge a été franchie. Vous savez qu'à l'époque, Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique. Et c'était la ligne rouge qui avait été fixée par la communauté internationale. Elle a été franchie. On devait intervenir et détruire les bases militaires de Bachar el-Assad. Et au dernier moment, les Américains et les Britanniques ne nous ont pas suivis. Donc à ce moment-là, les Russes ont pris la place. Donc aujourd'hui, il y a un rapport de force militaire. J'entends dans votre voix qu'il y a une part de responsabilité. C'est pas encore l'heure de faire le bilan. Non, mais malgré tout, c'est une défaite pour la communauté internationale. Pour l'humanité, on va le dire d'une manière un peu générale. Il y a une part de responsabilité des États-Unis dans ce qui est en train de se passer. Je crois que le bilan devrait être tiré le moment venu. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a l'urgence humanitaire. Et puis, il y a une autre urgence, qui est une urgence politique et diplomatique, qui est la reprise des négociations. Parce que Alep tombe. Vous me dites que c'est une victoire de Bachar el-Assad. Mais à quel prix, d'abord, pour Alep? Et puis, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la poursuite de la guerre totale? Parce que ce qui se passe à Alep, c'est la stratégie de la guerre totale soutenue par les Russes et les Iraniens, et les milices chiites et du Hezbollah notamment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la guerre va continuer sur ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire la Syrie des villes, où il y a encore de l'opposition? Est-ce que c'est ça? Alors, si c'est ça, effectivement, ça va être la destruction totale du pays qui va se poursuivre. Nous, ce que nous proposons, la communauté internationale, je sais qu'on la critique, c'est de reprendre les négociations sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité qui, elle, a été votée par les Russes, et que cette négociation, pour une transition politique, reprenne à Genève. On négocie avec tout le monde. Bien sûr, quand on négocie, et pour faire la paix, il faut négocier avec tout le monde. Des représentants du régime, les Russes, les Américains, mais aussi l'opposition. Samedi, j'ai réuni les pays qui sont pour la transition politique et non pour la guerre, à Paris, et l'opposition était représentée par son président, M. Hijab, qui était reçu aussi par le président de la République. Donc il faut que cette opposition soit aussi autour de la table. Londres continue Sinon, c'est la guerre totale. Londres continue à réclamer le départ de Bachar el-Assad. Est-ce que la France réclame encore le départ de Bachar el-Assad? Nous voulons que la négociation démarre le plus vite possible à Genève, et donc pour ça, il faut que le régime soit représenté. Mais bien entendu, il faudra une transition politique. C'est la garantie de la paix pour la reconstruction du pays. Et donc, ça sera évidemment sans Bachar el-Assad. Ça sera sans Bachar el-Assad. On parle avec lui parce que c'est une forme de réalisme politique. C'est ce que dit par exemple François Fillon. Non, François Fillon ne dit pas ça. Je suis désolé de vous le dire. Quand je vois que des députés proches de François Fillon
comme Thierry Mariani, ont annoncé hier qu'ils allaient passer le Noël à Alep, et pourquoi pas aussi à Damas rencontrer Bachar el-Assad, là je suis profondément indigné. Parce que ça, c'est l'alignement sur les Russes. Moi, je suis totalement en désaccord avec cette politique. La politique, c'est aussi un rapport de force. Parler avec les Russes, nous n'arrêtons pas de le faire. J'ai encore vu la semaine dernière Sergueï Lavrov à Hambourg, donc mon homologue russe des affaires étrangères. Donc nous parlons avec les Russes. Mais si vous me demandez l'alignement, ce que propose François Fillon, c'est non. Alors donc la transition politique, pour qu'à la fin du processus de négociation, bien entendu, une solution soit trouvée pour que Bachar el-Assad, qui a massacré son peuple, ne soit pas la solution d'avenir. Bernard Cazeneuve a dit que ces atrocités peuvent être constitutives de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Oui, c'est exact. Est-ce que Vladimir Poutine et Bachar el-Assad peuvent être jugés pour crimes contre l'humanité? J'ai demandé hier une réunion au nom de la France du Conseil de sécurité pour qu'enquête soit engagée pour vérifier qui est responsable de ces massacres. Car il faudra que ces actes-là ne restent pas impunis. Ça ne va pas faciliter nos relations avec les Russes. Oui, mais à force de fermer les yeux et de se taire, alors tout est possible, tout est permis. Utiliser les armes chimiques, alors qu'il y a une convention internationale où on s'engage à les interdire. Et puis, pourquoi pas continuer à bombarder avec des armes de plus en plus sophistiquées, de tuer des gens, des civils, des massacres. Et puis quoi? On sent bien que l'indignation est réelle, sincère, et qu'elle monte au niveau de la communauté internationale, comme vous dites. Mais on dit que la guerre, c'est un affrontement de volonté, c'est ce que disent les militaires. Et on a l'impression, avec ce qui se passe à Alep, que les démocraties ont perdu, que ce sont les régimes autoritaires qui utilisent l'armée pour arriver à leur fin, qui ont gagné cette partie-là. Ils ne gagnent pas. Parce que vous savez ce qui se passe, ça contribue à la radicalisation d'une partie de l'opposition en Syrie, l'opposition à Bachar el-Assad. N'oublions pas que cette opposition s'est révoltée au moment des printemps arabes. En Tunisie, elle a réussi, mais pas en Syrie, parce qu'en Syrie, le régime a utilisé tous les moyens les plus violents pour détruire cette opposition. Mais ce qui se passe, c'est la montée de Daesh. Et que lorsque nous disons qu'il faut combattre le terrorisme, pour qu'il arrête de faire des victimes en France et en Europe, il faut le combattre aussi sur place. C'est ce que nous faisons dans le cadre d'une coalition. Mais ce que nous demandons aussi aux Russes, c'est d'être cohérents. C'est de nous accompagner dans cette bataille contre Daesh. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières semaines? C'est que toutes les forces ont été concentrées sur l'opposition syrienne au détriment de la lutte contre Daesh. Et Daesh a repris Palmyre, tout un symbole. Donc c'est ça la réalité. Est-ce que la fin de la guerre en Syrie fait craindre à la France le retour de djihadistes sur le territoire français? Il y a la fin de la guerre en Irak et la fin de la guerre en Syrie. Les djihadistes sont partout. Nous les combattons à Mossoul et vous savez que c'est très difficile. Donc il faut que la bataille contre Daesh en Irak comme en Syrie se poursuive dans le cadre de la coalition, mais il faut en même temps que la lutte contre la radicalisation se poursuive et que tout djihadiste qui revient en France, il doit être arrêté et emprisonné. Un mot sur Donald Trump. Vous avez découvert le nom de votre homologue aux États-Unis. C'est le patron d'ExxonMobil qui va prendre en charge donc la diplomatie américaine. Il a des liens avec la Russie, on le sait. Est-ce que vous avez des craintes sur cette équipe hors norme? Équipe hors norme et élection hors norme, on fait beaucoup de commentaires. Maintenant, moi je juge sur pièce. Les Américains ont voté, ils ont un président. Nous allons parler avec ces équipes, mais avec nos exigences. Vous parlez de l'accord de Paris. L'accord de Paris nous engage tous, engage la communauté internationale. Donc ça fait partie des points qu'il faut clarifier avec les Américains. Mais quand on voit avec ce qui se passe, par exemple, avec la Chine, définitivement nommé. Attention à la Chine. Parce que, juste pour les gens qui nous regardent ce matin, Jean-Marc Ayrault, les États-Unis sont prêts à faire face à la Chine si cette dernière maintenait ses revendications démesurées en mer de Chine. C'est une déclaration du chef de la flotte américaine du Pacifique. Pardon, c'est un petit peu inquiétant d'entendre des choses comme ça le matin au réveil. Il faut éviter de rentrer dans des engrenages. Et là, je dis attention à la Chine. Pourquoi? Parce que c'est un grand pays. Il peut y avoir des désaccords avec la Chine, mais on ne parle pas comme ça à un partenaire, parce que la Chine est un grand partenaire. Donc, quand la Chine, par exemple, se sent mise en cause sur l'unicité de la Chine, c'est pas forcément très malin. Et donc il faudra faire très attention, mais on peut espérer qu'au fil des jours, la nouvelle équipe aura suffisamment appris pour qu'on gère un monde incertain avec beaucoup de sang-froid et de responsabilité. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault, c'est à vous William. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est Pac-Man. Il court, il roule. Ça, à l'époque, Pac-Man, c'était vraiment... On est loin de Pac-Man. C'était enfantin. Ouais. C'était quoi, les années 80? Ça, début des années 80? Bon, enfin, depuis de nombreuses années, à part ça, certains jeux vidéo font fureur chez les jeunes. Ce sont des sagas dans lesquelles les joueurs peuvent transgresser les lois. Vous connaissez peut-être ça. Mais là, vous allez voir, c'est non seulement violent, mais on a
semble-t-il, franchi une étape, non? Oui, ils sont très connus ces jeux, notamment des ados, des juniors et des jeunes adultes, parce que ce sont les jeunes adultes, voire les hommes, souvent de 30, 40 ans qui jouent. Call of Duty, GTA, Grand Theft Auto, ce sont des jeux, des noms très connus, et c'est une industrie colossale, notamment outre-Atlantique, mais en France aussi. Alors ce sont des sagas, des jeux de guerre à la première personne, c'est-à-dire vous pouvez vous mettre en scène, vous êtes en scène et vous tuez impunément des gens dans la rue. Il n'y a aucune règle morale et aucune règle sociale. Vous pouvez vous permettre de transgresser toutes les lois, et il y a donc non seulement de la violence, parce que ce sont des jeux de guerre, des jeux d'armes, mais aussi une grande amoralité. Et même les fabricants de jeux, à l'intérieur des sessions, mettent des alertes en disant attention, grande brutalité de cette séquence, vous pouvez sauter une ou deux séquences, puisque c'est extrêmement violent. Voilà, vous investissez la peau d'un gangster, c'est un profil inaccessible dans le quotidien, évidemment, mais là, ça permet de défouler les instincts les plus bas, et justement, c'est tout ce qui fait l'intérêt et le succès de ce jeu, qui sont interdits au moins de 12 ans et au moins de 18 ans. Mais ça, les parents ne le savent jamais, puisqu'il y a une toute petite vignette, moins de 12 ans, moins de 18 ans. Et quand les enfants rentrent à la maison avec ces jeux-là, eh ben, on se dit, moins de 12 ans, moins de 18 ans, oui, mais les autres copains jouent aussi à l'école. Donc, l'intérêt, vous, en tant que parents, c'est de vérifier, de regarder, de participer. On a sollicité l'avis d'un pédopsychiatre qui nous en dit plus. En temps normal, la plupart des adolescents ont un très bon discernement des choses. Quand vous avez des passages à l'acte virtuels, tant bien même que ce soit virtuel, où on vous dit qu'il y a il faut transgresser les lois, les vraies lois pour avancer dans le jeu, notamment, pourquoi pas, un jeu qui propose de monter en niveau en torturant quelqu'un, mais effectivement, ça pose question sur la dimension de valeur et de moralité et d'empathie qu'on peut donner, parce qu'effectivement, dans quelle mesure se dire, tiens, même la personne que je vais torturer, ça va me faire monter en niveau, dans quelle mesure on va donner à l'enfant des référentiels éthiques et moraux pour son développement. Donc c'est des vraies questions un peu qui se posent. Il ne faut pas non plus démoniser les jeux vidéo, il y a des enfants qui prennent suffisamment de recul, mais voilà, il faut vraiment regarder comment son enfant va interagir avec le jeu, va réagir, avant de pouvoir le laisser tout seul jouer. Il y a des jeux qui n'ont pas forcément la même valeur symbolique et la même valeur de référentiel pour l'enfant. Et puis des enfants qui ne vont pas avoir la même réaction face au jeu. La meilleure solution, c'est vraiment que les parents investissent l'univers du jeu vidéo, parlent avec leurs enfants, discutent, essaient de créer un climat de confiance entre les parents et les enfants pour pouvoir ensuite leur expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien de jouer à ces jeux-là, parce qu'on n'a pas l'âge adapté, créer une espèce de climat positif autour du jeu vidéo. Vous avez 5 signalétiques, 3, 7, 12, 16, 18, qui en fait permettent aux parents de faire le choix d'orienter les enfants vers des jeux adaptés à leur âge. Donc il est extrêmement important de respecter cette signalétique PEGI en famille. Oui, ça, ce sont des scènes de la vie presque quotidienne, c'est-à-dire la transgression, elle est là aussi. Autrefois, vous entrez dans un magasin, l'armée de un tel contre l'armée de un tel. Bon. Oui, c'était des combats légitimes. C'était des combats légitimes, guerre, pays contre pays. Là, vous entrez dans une station-service, vous braquez la caisse et vous tuez le pompiste. En gros, c'est normal. Vous êtes dans la peau du braqueur. Voilà, vous êtes le braqueur qui va piquer le sac de la vieille, ou vous êtes celui qui va faire un casse au guichet automatique. Mais chez les adultes, on dit parfois que c'est un défouloir, je sais plus. C'est l'envie de se défouler et de vivre virtuellement des choses irréalisables dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle une catharsis. La catharsis, c'est une expression des émotions qui sont refoulées. Encore ne faut-il pas, à force d'y jouer, confondre l'immoralité de ces jeux avec la vraie vie qui dépend, on le sait, à une morale et à des règles sociales. Bon, bonne chance aux parents. Merci. La vignette. Ouais, la vignette, il faut bien la regarder. Allez, c'est petit. Pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. La nuit. On vous a montré quelques images ces jours-ci sur la fête des Lumières de Lyon. L'année dernière, après les attentats de novembre, vous le savez, cette édition avait été supprimée, mais là, elle était très attendue. Ah oui. Et d'année en année, ils font d'énormes progrès. Oui, mais elle avait été arrêtée sur un grand succès, parce qu'en 2014, il y avait eu 4 millions de personnes qui, la nuit, s'étaient baladées dans Lyon pour admirer les monuments illuminés pour cette fameuse fête des Lumières, qui à l'origine, il faut le dire, est une fête religieuse. Au XVIIe, Lyon avait été attaqué par la peste, donc on avait voué la ville à la Vierge pour la remercier de l'avoir épargnée, un peu en grande partie, et non seulement à la Vierge, mais au dogme de l'Immaculée Conception, donc ce qui fait que ça veut dire qu'il y a une procession, une pèlerinage,
pour aller à Notre-Dame de Fourvière, la fameuse statue de la Vierge qui est sur les hauteurs de Lyon. Donc c'est ça l'origine, la fête des Lumières. C'est une procession avec des lumignons pour aller là-haut. Et puis c'est devenu après, en 1989, une fête plus religieuse mais civile, où tout un chacun illumine les bâtiments, illumine les fenêtres. Ouais. 42 monuments illuminés, tout est illuminé. Oui, mais à l'origine, vous vous souvenez, il suffisait de mettre sur le balcon ou la fenêtre, on mettait une petite bougie, c'était juste ça. Alors c'est que le rêve des autorités à Lyon, c'est d'éteindre complètement la ville, pas qu'il n'y ait pas un gramme d'électricité, sur l'électricité qui est sur les bâtiments, et que les bâtiments, les rues soient illuminées seulement par les bougies, plus les bâtiments. Donc je dis 42 bâtiments. Tout est illuminé, tout ce qu'on peut trouver illumine, tout quelqu'un illumine ça. Alors donc, on est allé donc là-bas, il y avait des mesures de sécurité exceptionnelles, donc la fête des Lumières était cantonnée à la presqu'île, était cantonnée au Vieux-Lyon, et c'était très draconien, c'était très draconien pour marcher, il y avait un sens, c'est parce qu'ils étaient tétanisés par la peur des attentats. Le Premier ministre était venu auparavant pour contrôler tout ça, donc on s'est promené dans les rues, on a fait des rencontres, vous allez le voir, et vous allez voir cette splendeur de Lyon, on a l'impression que une eau de lumière coule, je veux dire, sur les bâtiments. C'est illuminé, c'est enluminé, ma chère Myriam. C'est enluminé, voilà. La fête des Lumières était d'abord religieuse. Lyon voulait remercier la Vierge Marie d'avoir sauvé la ville de la peste. Puis évidemment, au fil des siècles, cette fête s'est sécularisée. Et aujourd'hui, c'est devenu la fête de la beauté, de la poésie, et chacun retrouve une émotion. On est dans la régie du projet Évolution, c'est sur la cathédrale Saint-Jean, projet écrit par Ézéchiel, un groupe de musique qui travaille l'image et le son depuis une vingtaine d'années et qui s'autorise quelques parenthèses en dehors des salles de concert, comme ce soir sur la cathédrale Saint-Jean. On a décidé d'appréhender le principe du mapping un peu différemment que les autres artistes, c'est-à-dire au lieu de travailler avec le volume du bâtiment, on a décidé de travailler avec le trait des pierres. Il faut que le bâtiment sur lequel on projette ait suffisamment de pierres pour pouvoir dessiner un canevas qui est intéressant. On fait très attention à ce que cette technologie ne soit pas le premier discours. Donc on veille toujours à ce qu'il y ait beaucoup de poésie et de sensibilité. Donc c'est vraiment la technologie au service de la poésie. Les Lyonnais considèrent que la fête des Lumières, c'est la plus belle de leurs fêtes. Vous allez dans la ville, vous avez de la poésie, vous avez de l'émotion. C'est pour cela que les Lyonnais sont si attachés. La fête des Lumières, c'est la leur, mais aussi c'est celle qu'ils offrent au monde. Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. Et ce spectacle est un peu une métaphore de ça, à travers l'histoire d'un scientifique qui contrôle les éléments, qui contrôle la Terre, qui envoie des usines, des camions, des nuages. Sauf qu'à un moment donné, il y a des éléments qui font que sa machine va dysfonctionner et va mettre tout ça en dessous. Et c'est le chaos, et c'est la boîte à Pandore qui s'ouvre, et c'est les sorcières qui sortent. Et c'est infernal, et c'est ce qu'il faut qu'on évite. Je pense que c'est une manière de se sensibiliser, nous tous, sur notre action qu'on peut faire sur le monde dans lequel on vit. Et comment on peut chacun de nous faire avancer les choses, je pense. La fête des Lumières est présente sur tous les continents. Nous sommes en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, il y a partout des fêtes de lumière qui se font en partenariat avec la ville de Lyon. Et quand un artiste vient ici, il sait ensuite qu'il va exposer dans le monde entier.
dire, parce que les artistes qui s'exposent là, comme le dit le maire, il y a un label maintenant. Ah, absolument. Et donc, Ah quand oui, ils alors- ont le label Fête des Lumières, ils peuvent s'exporter. Depuis 1989, maintenant, c'est une marque à travers le monde. Il y en a en Arabie, il y en a en Amérique du Sud, même dans la petite ville à Sainte-Marie, au Saint-Rémy de Provence, ils font même Non. des fêtes là. Mais si Chez vous. Mais chez moi, ils font même une fête des Lumières. Oh, Et mais vous savez que. Et chez vous aussi, à Clamart, Mais non oui, Ah, c'est Clamart vrai. Vous savez également, pourquoi dites donc. ce sujet est magnifique Ce sujet est magnifique parce qu'on a copiné avec des Lyonnais, qui ont les Vaillants, qui ont un appartement en haut Bon, de la tant place, mieux, tant la place mieux. des terreaux. Ils nous ouvrent. Et Parfait, on filme. parfait. Personne n'a accès à une vue aussi Et sublime. excusez-moi, sur votre péniche, il y a ça aussi Tout à fait. Alors, bien sûr. Sur les péniches du bord de Seine, maintenant, il y a aussi des jeux de lumière. Voilà, c'est fou, magnifique. ça. Non, c'est une splendeur. Voilà. Vous savez où tout le monde habite maintenant. It's a kind of magic. A kind of magic. Ce sont vraiment des drôles de machines. Qu'est-ce que c'est? C'est un plasticien, c'est un bricolo, c'est quoi? Tout à l'heure, un poète peut-être? Tout ça à la fois, exactement. Un plasticien, on dit plasticien, vous savez qu'en général, quand on donne Quand on des sait pas artistes, quoi dire. sinon qui réalisent des installations, c'est-à-dire pas seulement des sculptures, mais souvent des choses qui prennent vie, etc. Gilbert Père, au départ, est Gilbert sculpteur. Père, oui. Gilbert Père, tout à fait. Au départ, il est sculpteur. Bon. Et aujourd'hui, il se définit comme un mécano-électromaniaque, c'est d'ailleurs le titre de l'exposition qui lui est consacrée à la Halle Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre. Et parce que ces sculptures, il a très très vite voulu leur donner vie, les mettre en mouvement, les mettre en scène. Donc il a décidé de maîtriser voilà, la mécanique, la pneumatique, l'électronique, tout ça, pour animer avec une poésie, un charme, des petites créatures robotiques. Toute cette poésie, tout ce charme. Mais ça fait un spectacle tout ça ou c'est juste que... Ça fait une exposition. ça fait Là, une expo. deux immenses niveaux de la Halle Saint-Pierre lui sont consacrés. Des dizaines et des dizaines de petites créations qui, chacune, ou grande création d'ailleurs, vous raconte une histoire et il vous touche. C'est très étonnant. C'est sans doute pour ça qu'on l'a retrouvé dans les films de Jean-Pierre Jeunet, toutes ces créations, notamment dans Micmac à Tire-Larigot, où plein de machines prenaient vie et participaient à l'action. C'était les machines de Gilbert Père. On l'a rencontré au milieu de ses créations à la Halle Saint-Pierre, mais aussi dans son atelier d'Aubervilliers, parce qu'on aime bien aller par J'espère, là-bas. parce qu'en principe, vous avez toutes les clés, vous, donc Voilà. c'est la moindre des choses. Une fois, c'est l'objet ou la matière qui me donne l'idée, et une fois, c'est moi qui, avec un outil, par exemple un nouvel outil, ça me donne une possibilité de faire autre chose avec plus de facilité, donc c'est une autre idée, ça fonctionne comme ça. Ça fait 20 ans que j'ai toujours la passion, quoi. J'ai même le besoin de fabriquer. Et le mouvement, c'est quelque chose qui est important dans le travail que je fais. Parce qu'il y a l'inattendu. C'est-à-dire que chaque fois, il y a quelque chose qui se passe que vous n'attendez pas, qui arrive, quoi. Dès le départ, je faisais avec de la pâte, un peu comme Giacometti. Alors je montais des personnages et tout de suite, le mouvement est arrivé. De la manivelle, du ressort, je suis arrivé au moteur électronique, programme, etc. Voilà. C'est à la suite d'une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire que j'étais à l'hôpital, enfin très, très mal. Et j'ai ressenti un froid à l'intérieur du corps. Et en sortant, j'ai tenu absolument à le montrer. Je pose sur le mur, la peau de lapin et les sabots par terre, comme ça. Je dis, mais c'est ça que je vais représenter. Alors, l'objet était fait, après il fallait le monter, quoi. Mais pour présenter le froid que j'ai vu à l'intérieur, c'était l'objet idéal, quoi. Ben, c'est mon atelier, c'est un lieu où on doit se sentir bien. C'est ici que je fabrique tout. Enfin, on croit que j'ai des outils, beaucoup d'outils, mais en fait c'est très peu, hein. Au départ, je travaillais avec manivelle, moteur, et à un moment donné, on arrive sur l'électricité dans l'électronique. Pour le moteur, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il reparte, il faut à tel moment précis, etc. Et là, on a besoin d'un programme. Alors là, il faut l'apprendre. Au début, je cherchais partout, je demandais à des gens, des bouquins. Alors c'était très dur parce qu'il n'y avait pas l'Internet. Et puis j'ai quand même réussi à faire des objets qui me convenaient.
Et aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont des cracks de l'électronique. Et dans ce travail-là, il faut que la chose se fait rapidement. Dès qu'on a l'idée, le truc, il faut le faire. Sinon après, ça se perd un peu dans la tête ailleurs, quoi. Dans quel arrondissement ça, la Saint-Pierre? Au pied de la butte Montmartre, on est dans le 9e, 18e, pardon. Et c'est vraiment charmant à souhait. C'est Gilbert Père jusqu'au 26 février. Vous avez le temps, mais courez-y quand même. Merci Anna. Dans Laura Duweb, des choses encore à rajouter au Non, pied du sapin? Une petite idée, oui. Surtout pour les hommes, William. Les hommes, puisqu'il s'agit d'un caleçon qui vous protège des ondes de votre téléphone portable. Ah oui, c'est vrai qu'on met ça dans la poche. Ça s'appelle Spartan Underwear. Mauvaise idée. Donc, à 99%, les ondes des téléphones portables et même celles du Wi-Fi sont bloquées. Donc voilà, c'est protégez-vous avec style, c'est leur blague, slogan. Hein. Parce qu'on a constaté effectivement que ça pouvait porter atteinte à votre fertilité. Exactement. Et est-ce que j'ai le droit de dire que cette idée de cadeau vient de vous? Parce que, en fait, on ne vous croit pas tellement connecté, pas fan de digital, alors qu'on reçoit, nous tous, des petits articles comme ça. Je reçois beaucoup d'idées de cadeaux, slips, chaussettes, et trucs, oui, beaucoup. Voilà, et donc comme vous faites votre petite revue de presse pour nous, les chroniqueurs, j'ai le droit de montrer que ce matin, j'ai eu le droit à ça sur mon bureau. Donc je me suis exécutée, j'en ai parlé. Je me doutais bien que ça vous ferait plaisir de parler de ça. Merci, je vous remercie infiniment. J'attends les mêmes sous-vêtements pour les femmes. Un soutien-gorge anti-ondes, quand on les met dans notre veste. Ah oui. Nous aussi, on a le droit d'être protégés. Oui, bien sûr. Non, mais il faut protéger tout ce qui est comme ça aussi précieux. Merci beaucoup, au revoir. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Si vous êtes un cinéphile, vous avez reconnu Audrey Hepburn. Elle savait chanter aussi, elle savait tout faire. Alors c'est une rétrospective de l'œuvre d'une légende vivante de l'histoire de la haute couture mondiale. C'est Hubert de Givenchy qui était son ami. C'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Alors, aux Pays-Bas, on l'avait jamais fait en France, cette rétrospective. Alors, je vais vous expliquer, parce qu'il y a une raison, en fait. Si nous avons été à La Haye, puisque nous sommes à La Haye, il y a plusieurs raisons, en fait. Si Hubert de Givenchy a voulu rendre hommage à sa muse et grande amie Audrey Hepburn. D'abord, parce que La Haye, c'est la cité internationale de la paix et de la justice. Audrey Hepburn était ambassadrice à l'UNICEF. Oui. Deuxièmement, parce que il y a 30 ans, figurez-vous que lors du Festival du film de La Haye, Audrey Hepburn et Hubert de Givenchy se sont rendus dans le musée dans lequel se trouve l'exposition, parce que justement, il y a 30 ans, c'était en 1988, je crois, il y a eu une petite exposition hommage à leur collaboration à tous les deux. Et ils s'y étaient rendus tous les deux. Et puis aussi, tout simplement parce que Audrey Hepburn a vécu aux Pays-Bas avec sa maman pour fuir la guerre tout simplement. Donc vous voyez, vraiment, c'est comme si Hubert de Givenchy avait voulu boucler une boucle. Donc c'est vraiment l'histoire d'une belle rencontre, l'histoire d'une amitié profonde. C'est vraiment ça, cette exposition. Hubert de Givenchy l'a préparée lui-même. Il a dessiné, il a chorégraphié toute cette exposition. Il a mis tout son amour, toute son âme. D'ailleurs, à la fin de l'exposition, le commissaire le dit, à la fin, une fois que cette exposition était préparée, il s'est rendu dans l'exposition et il a pleuré d'émotion, tout simplement. Alors, c'est un peu une rétrospective d'un demi-siècle de son travail. C'est aussi un hommage à sa collaboration et tout l'amour, l'amitié qu'il porte à Audrey Hepburn. Et puis, évidemment, à son travail et son implication comme ambassadrice pour l'UNICEF. Donc, je vous propose d'aller découvrir cette exposition qui s'appelle tout simplement « To Audrey with Love ». All night long I had the most terrible impulse to do something. Never resist an impulse, Sabrina. I'm so reckless when I'm watching Givenchy drive. Cette histoire, c'est vraiment une histoire d'amour, une histoire d'une amitié qui a duré 40 ans. C'est l'hommage que Hubert de Givenchy voulait faire à la plus grande amie qu'il lui a eue dans sa vie. Quand il est rentré dans cette salle et vu les images d'Audrey emportant les pièces de Breakfast at Tiffany's, il a été très, très ému. Quand il me prend dans ses bras. Hubert de Givenchy et Audrey Hepburn se sont rencontrés très jeunes. Elle avait 23 ans, lui avait 25 ans. Elle était en train de tourner le film Sabrina. Never resist an impulse, Sabrina.
premier moment, lui pensait que c'était Katharine Hepburn. Parce que les seules choses que les studios l'avaient dit, c'est que Madame Hepburn attendait pour lui. Mais finalement, c'était une très jolie femme, très, très pétillante, qui apparaît dans l'atelier de M. Givenchy. Suppose you meet someone on the boat, a perfect stranger. Hubert de Givenchy a créé des vêtements pour Audrey Hepburn qui sont devenus à la suite iconiques dans l'histoire du cinéma, des films comme Breakfast at Tiffany's. Je crois que la touche qu'il lui a laissée pour la mode, pour l'histoire de la mode, c'est l'élégance, mais toujours avec un côté très avant-garde. Lui était le plus jeune des grands créateurs dans les années 50. Il l'a habillé dans tous les moments de sa vie. Privé, c'est lui qui a fait les robes de mariée pour les 2 mariages de Madame Hepburn, pour le baptême de ses fils. Hubert de Givenchy disait toujours que la beauté plus forte d'Audrey, c'était dans son âme. Il disait que le travail plus important qu'elle a fait dans sa vie, c'était aider les enfants du monde, comme ambassadrice pour l'UNICEF. Sur une photo, on pourrait voir Audrey porter un petit chemise blanc que Hubert de Givenchy avait fait pour elle. Il disait qu'il la protégerait contre les malheurs du monde. Avec cette exposition, il a réalisé tous les chemins parcourus dans son travail, dans sa vie. Et je crois que c'est un moment le plus émouvant de sa carrière, de voir les pièces que lui a créées pendant toute une vie. You'll be as lovely as can be. Bon, en attendant qu'elle vienne en France, cette exposition, pourquoi pas? Peut-être, il faut demander à monsieur de Givenchy. Juste un mot, si vous aimez Audrey Hepburn, il y a Isabelle Carré qui est au Théâtre de l'Œuvre à Paris en ce moment. Ah bon? C'est jusqu'au 8 janvier. Et en fait, elle est seule en scène et elle fait revivre les souvenirs, les vrais souvenirs d'Audrey Hepburn. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, monsieur. Vous parlez de John Williams. Et pourquoi est-ce qu'on parle de John Williams après tout? Parce que sort Rogue One aujourd'hui. Rogue One, c'est un spin-off, c'est-à-dire qu'on prend un petit bout de l'histoire de Star Wars et on refait une histoire. Ça veut dire que c'est dans Star Wars, mais c'est un peu après en parallèle du premier Star Wars. Toujours avec la musique de John Williams. Toujours avec la musique de John Williams. Sauf que, pourquoi j'en parle? Parce que pour la première fois ever de toute l'histoire de Star Wars, ce n'est pas John Williams qui a composé la musique. Non, c'est Michael Giacchino, l'immense compositeur dont on parle ici, qu'on voit juste à côté. Voilà. Celui qui a la barbe, c'est John Williams. Celui qui n'a pas la barbe, c'est Michael Giacchino. Oh, c'est moi. Et j'étais habillé pareil, j'ai une seule veste pour toute la vie. C'est qui C'est Michael Giacchino. C'est le gars qui a écrit Up. Vous savez, là-haut. Hop, il a eu un Oscar, Ratatouille, il a eu les derniers Star Trek, La planète des singes. Enfin, le mec est partout, quoi. Il a l'autorisation de John Williams de faire de la... À mon avis, c'est la bénédiction dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il arrive avec une baguette, il lui tape sur les épaules, il fait toi, tu peux faire la musique. Toi, tu peux. Voilà. Ok. Mais revenons au grand John alors. Alors, avant de reparler de John Williams et de ses inspirations, je vous propose de regarder un petit extrait de la bande-annonce de Rogue One avec la musique de Michael Giacchino pour qu'on découvre à quel point le gars a du talent. Regardez. Il y a de la corde, hein, quand même. Ah oui, il y a de la corde, il y a de l'action et tout. Et ça, c'est une exclusivité parce que la bande originale du film sort vendredi seulement. Et moi, c'est mon petit cadeau parce que là, vous avez entendu un petit bout avant tout le monde. Et oui. De l'exclu Lulu. Exactement. Je ne sais pas comment vous remercier. Un petit bisou, peut-être. Ouais, on verra tout à l'heure. D'accord, ça veut dépend. dire non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais vous parler des inspirations de John Williams. Alors, avant de parler des habituellement, inspirations. vous faites ça dans votre studio? Oui, mais là, c'est en travaux. Alors, je suis. Ah, c'est ça. Je suis venu ici. Mais non, Ils ont refait la peinture ou pas? Non. La première couleur, la première couche, c'était moche. On va refaire. Alors, vous allez le faire ici? Je vais le faire ici. Je vais faire la démonstration. Mais c'est tout petit, ça. Mais oui, j'ai souvent entendu cette phrase. Mais regardez, alors non, ça va très bien aller. Voilà. Déjà, à cette époque-là, c'était un reproche. Fallait la faire, sinon voilà. Alors, avant de commencer cette séquence, je tiens à dire que je suis le plus grand fan vivant de John Williams et que oui, parfois on regarde ce qui a été fait avant, oui, parfois on s'inspire, sans le savoir, consciemment, inconsciemment. C'est pas grave, je suis pas en train de dire du mal de John Williams parce que je vais m'attirer les mais foules. c'est pas du vol, c'est un emprunt. C'est un hommage. C'est de l'inspiration Voilà, c'est de du l'inspiration. créateur. Alors parfois c'est de l'inspiration appuyée. Vous allez voir pourquoi.
Premier extrait, ça c'est, on écoute d'abord la musique de Star Wars. Donc vous avez les petits robots. Vous voyez les petits robots qui arrivent comme ça, vous voyez. À un moment donné, ils arrivent sur la planète Tatooine, il y a du sable. Et écoutez bien cette musique. Voilà, cordes, clarinette, basson, un peu bizarro et tout. Je vous propose d'écouter tout de suite le Sacre du printemps qui a été écrit en 1913 par Stravinsky. Écoutez bien. C'est pas loin. C'est pas loin. Voilà. Il devait avoir le disque chez lui. Oui, voilà, il avait dit. Stravinsky, jamais entendu. On continue. Donc, vous voyez, les Stormtroopers, c'est les gars habillés en blanc, un peu méchants comme ça, qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment en mode de guerre. Donc ça, c'est de la musique de Star Wars. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez ce truc-là? Et ben, je vous propose d'écouter, c'est Gustav Holst qui, en 1914, a écrit une œuvre avec 7 mouvements, c'était sur les planètes, ça s'appelle Les Planètes, justement. Et quand vous allez écouter Mars, ça donne ceci. C'est un peu pareil ou c'est moi? C'est un peu pareil. Donc là, si jamais vous êtes en colère, vous pouvez faire le cri de Chewbacca. Non, mais revenons à l'emprunt, là, le 1914. C'est fou, ça. C'est dingue. Mais alors, vous êtes accroché ou pas? Parce qu'il y a plus fort, quand même. Mais comment il faisait, John? Il fouillait un peu partout pour... Non, alors après... Ou alors on lui a porté des trucs. Alors, il y a deux histoires. Il y a soit le film, l'original de Star Wars a été monté sur des musiques classiques, comme Kubrick avait monté 2001 avec plein de musiques classiques. Oui. La légende dit que ça s'est fait comme ça. Et que quand Williams récupère le film, il y a déjà plein de musiques classiques, donc il s'inspire un peu, il prend des bouts. Ou alors, après, c'est des inspirations inconscientes, vous savez. C'est-à-dire qu'il a peut-être écouté Gustave Holst. Parce que ça ressemble tellement, ça peut pas être... Non, mais ça porte un nom. Quand on s'inspire inconsciemment, ça s'appelle une réminiscence. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès. Ouais. C'est joliment dit. Alors, en parlant de réminiscence, là, vous allez voir, je vous propose d'accrocher votre ceinture, parce que là, vous voyez le thème de Star Wars. On le réécoute ou pas? Oui. Ça, c'est Star Wars. Voilà. Laissez-le 2 secondes. Vous l'avez bien en tête, d'accord? Ça, c'est vu. Et maintenant, on fait un petit voyage dans le temps. On va en 1942 écouter la musique d'un film qui s'appelle Crime sans châtiment, King's Row, qui a été écrit par Heinrich Korngold, un compositeur autrichien. Écoutez bien. Oh là là. C'est dingo, hein? Écoutez la deuxième partie qui fait aussi John Williams. Et maintenant, je vais vous rajouter les 2 notes qui manquent pour que ça fasse le thème de Star Wars. Juste là. Vous voyez, quand vous rajoutez ces 2 notes-là, ça fait le thème de Star Wars, en fait. Ah ouais. Quand même. Là, c'est pas réminiscence. Non, oui, là, c'est... Là, c'est je t'ai piqué le truc pourvu qu'il ait rien vu. Mais alors, l'histoire drôle, c'est qu'en fait, Korngold, c'est pas lui qui l'a inventé, ce thème. Lui non plus? Non, c'est ça qui est dingue, c'est l'arroseur arrosé. C'est Kiki Kavoliki, quoi. Et ben en fait, quand vous remontez 50 ans plus tôt, en 1892, vous allez voir Puccini, et Puccini, dans son 3e opéra, Manon Lescaut, dans le 2e mouvement, il y a ce thème-là. Donc c'est le thème de Star Wars, c'est moins cuivré, c'est les mêmes notes, hein, c'est la même harmonie, c'est tout pareil. Ah ouais. C'est drôle quand même. Et il a des descendants, Puccini, non? Non, Puccini, non. Je pense, en revanche... Ils lui doivent des sous, franchement. Hein. Excusez-moi, vous savez, Star Wars et tout. C'est drôle, ça. Et en plus, j'ai quelque chose à vous dire, en fait, William. Vous êtes prêt, William? Attendez. William? Oui. Je suis ton père. Voilà, en fait, ça fait des années que je veux vous le dire, voilà. Je préfère ça plutôt que je dise l'inverse. Oh non, mais l'inverse, ça serait vrai. Ça serait difficile. Bon, merci beaucoup, c'est rigolo. Allez voir le film est vachement bien, Rogue One. Ouais. C'est très très bien. Mais revenez avec ce truc, ça marche bien. C'est rigolo? Ah bah très bien, on le fera. Ça marche. Finalement, c'est pas quand les travaux seront finis chez vous. Oui, la 2e couche de peinture. Ouais, vous aimiez pas le prune, vous avez dit le taupe, j'aime pas trop. C'est vrai. Le prune avec l'orange, j'aime pas trop. Curieux que vous ayez choisi ce pseudonyme, Réminiscence. Rémi, oui. Rémi, c'est mon prénom, ça. Allez, on commence par quoi? Par du cirque. Allons au cirque. Vive le spectacle vivant et le cirque traditionnel. Il y en a certainement un près de chez vous, où vous soyez, mais le Parisien aujourd'hui en France parle des 2 cirques les plus importants. Bouglione, qui est au cirque d'hiver, et le cirque Grus, qui est à la porte de Passy, dans le 16e, tous les 2 à Paris. Vous pouvez aller voir les 2, hein, parce que c'est pas pareil. Vous voyez le titre, le jeu des 7 différences. Alors, chez Grus, c'est plutôt les chevaux, et chez Bouglione, les éléphants. Chanteuse et costumes façon Disney chez Grus, orchestre traditionnel chez Bouglione, spectacle très esthétique chez Grus, plus varié chez Bouglione. Donc lisez l'article.
Et puis choisissez, ou alors allez voir les deux, hein, c'est dans le Parisien. Journal qui nous parle aussi d'un autre divertissement tout aussi familial. C'est un film sur la famille, justement, sur les nouvelles familles. Il s'agit de Cigarettes et chocolat chaud. Regardez, comédie irrésistible, nous dit le journal, irrésistible, avec un papa ours incarné par Gustave Kervern. On le voit sur la photo, il est veuf, il élève seul ses 2 filles adolescentes. Et il y parvient plus ou moins bien, faut bien le dire, parce qu'il est infoutu de garder en vie le cochon d'Inde de la maison, par exemple. Alors il le remplace en le peignant de la même couleur que le précédent. Il fait croire à ses filles qu'il est vétérinaire alors qu'il bosse dans un sex shop. Évidemment, la DAS finit par lui tomber dessus. C'est très drôle et très émouvant, écrit le Parisien, c'est dans les cinémas à partir d'aujourd'hui. Autre film familial, on vient d'en parler, là c'est la grosse artillerie, il y en a vraiment partout dans les journaux, ça s'appelle Rogue One. Il nous l'a dit, Alex. Vous allez voir dans le désordre Libération, Le Figaro, 20 minutes et j'en passe. Bégaiement cosmique, titre Libération, un peu méchamment parce que c'est Libération, et parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle donc un spin-off, c'est-à-dire vous prenez un détail ou un personnage dans un film connu et vous racontez son histoire. C'est la mode à Hollywood depuis quelques années. Hein. Plutôt que d'inventer des choses nouvelles, ce qui est très fatigant, on fait comme ça. On prend alors là, c'est l'histoire de qui? De la jeune fille? Alors là, c'est centré sur le vol des plans de l'Étoile Noire. Hein. Vous vous rappelez le vaisseau spatial de l'Empire, c'est-à-dire les méchants dans la guerre des étoiles, c'est... Bah oui, Alors, il y a une grosse planète artificielle, c'est le vaisseau spatial des méchants, et il faut piquer les plans pour le détruire. Et ben, c'est l'histoire de ça, du piquage des plans. Le Figaro, il consacre un grand article et plusieurs photos. Vous voyez les armures des méchants, c'est vraiment l'univers de Star Wars. Hein. C'est plutôt pas mal, disent la plupart des journaux, à retrouver donc dans toute la presse. Et sur vos écrans, je ferme ce chapitre cinéma en vous signalant 2 dessins animés très très bien, selon 20 minutes. Ballerina, c'est la photo de gauche, histoire d'une petite fille au 19e siècle qui veut devenir danseuse à l'opéra. Et la photo de droite, c'est un conte de Grimm adapté, donc ça s'appelle La jeune fille sans main. Là aussi, c'est comme les cirques, hein, tout à l'heure, 2 genres très très différents. Donc plutôt Disney à gauche, très beau graphisme à la française à droite. Donc vous pouvez aller voir les deux. Avec vos enfants. Enfin, je termine en vous signalant que les célèbres menhirs de Karnak, nous dit 20 minutes, seront peut-être bientôt classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, parce qu'un dossier vient d'être constitué afin d'obtenir ce classement. Il était temps. Eh ben ouais, cette zone du Morbihan, mais si vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas. Cette zone du Morbihan est la plus riche du monde en mégalithes. C'est dans 20 minutes. Enfin, toujours à propos d'histoire, je vous conseille une double page dans le journal La Croix à propos des Harkis, vous savez, les Algériens qui avaient choisi la France au moment de la guerre d'indépendance et qui ont beaucoup souffert parce qu'ils ont été rejetés et violentés par les Algériens d'à côté et pas accueillis à bras grands ouverts par la France. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Il y a des baraquements dans lesquels ils ont végété pendant une dizaine d'années. On les a laissés un peu là-bas, souvent dans le sud de la France. Certains sont encore debout. Hein. Certains sont encore debout. Vous voyez celui sur la photo en couleur. C'est à Montmélian dans le Var. Beaucoup ont été détruits. Et justement, l'article qui rappelle toute cette histoire dans La Croix dit qu'il faudrait les conserver. Ceux qui existent encore, faire des musées, par exemple, ou des lieux de mémoire, pour qu'on n'oublie pas cette histoire. Ouais, et leur histoire, bien sûr. Laura du Web, des choses à vous dire, ça concerne? C'est une bonne nouvelle, ça concerne tous ceux qui prennent le train. Et notamment la ligne Paris-Lyon. Pourquoi? Puisqu'à partir de demain, le Wi-Fi sera disponible gratuitement dans les TGV. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle pour vous. Bah, ça va faire oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je ne vais faire que des sujets à Lyon dorénavant. Mais c'est prévu fin 2017, 80% des voyageurs seront connectés. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Si on peut se skyper dans le TGV, ça évitera que ça coupe toutes les 5 minutes, parce que c'est compliqué de téléphoner dans le train. Tout le wagon va skyper? Tout le wagon va skyper. Ils vont ça va sonner, vous savez. On va faire des Facebook Live pour Télématin. L'époque où il n'y avait pas le Wi-Fi. Oui, on va regretter ça, bien sûr. Merci beaucoup, Laura.